Alors, le titre est un peu trompeur, c'est un peu du striptease. Les pétroles non conventionnels face à la baisse du prix du brut, c'était pour vous attirer nombreux, et vous êtes venus. Mais je me suis bien rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter ce sujet sans d'abord parler des fondamentaux de cette nouvelle industrie, ou cette nouvelle branche de l'industrie pétrolière. Et donc là, ça va se dérouler en deux temps. On va d'abord, pendant 30 à 40 minutes, parler des fondamentaux, en quoi ces pétroles, ces gaz sont différents des pétroles et gaz traditionnels qu'on connaît depuis un siècle, qu'on exploite depuis un siècle. Après, on fera 10-15 minutes de questions pour être sûr que sur ces fondamentaux, il n'y a plus de questions ou de doutes. Deuxième partie, on donnera un coup de projecteur sur 3 zones géographiques. La zone où ça se passe réellement, les États-Unis, puis 2 zones où ça pourrait peut-être se passer, l'Europe, la Russie. On ne peut pas parler de tout, on se limitera à ça. Et enfin, la dernière partie, c'est évidemment celle pour laquelle un certain nombre d'entre vous sont venus. On va s'écarter complètement des géosciences, de la technique de production. On va rentrer dans les conséquences économiques de la nature particulière de ces hydrocarbures, à la fois dans le déclenchement des baisses de prix, d'abord les prix du gaz aux US, puis les prix du pétrole à l'échelle mondiale, depuis l'été 2014, et quelle est la rétroaction de ces baisses de prix sur cette industrie. Voilà ce qui sera, je dirais, la partie la plus noble de la présentation. Mais avant de commencer, je voulais faire une toute petite parenthèse géosciences, parce que dans les organisateurs, il y a évidemment la Société d'encouragement pour l'industrie, il y a Géolien, c'est les anciens de Géologie de Nancy, et on a ajouté l'ASPO à la demande du plus prestigieux, je dirais, des géologues pétroliers français vivants, Alain Perrodon, à qui j'ai soumis ce projet. Et Alain a 92 ans, et il m'a dit, écoute, il faut absolument que l'ASPO, Association for the Study of Peak Oil, il me dit, les deux sujets sont étroitement imbriqués. Aujourd'hui, tout le monde dit, il n'y a plus de pic puisqu'on a les nouveaux pétroles. C'est absolument faux, on le verra. Le problème ne se modifie pas considérablement du fait de ces nouveaux pétroles. L'autre chose que je voulais dire sur la géologie, on a parmi nous ce soir Jean-Jacques Vito, qui vient d'être nommé vice-président avec futur président de l'EAGE, hein, ce qui est un honneur tout à fait remarquable pour les anciens géologues pétroliers français. Voilà, alors maintenant rentrons dans le vif du sujet. Donc ça c'est la première partie, c'est les fondamentaux. On va rappeler quelques éléments de cadrage. Et on verra en deuxième partie ce que je vous ai annoncé. On reviendra au plan. Alors d'abord, pour essayer de situer ça à l'intérieur du bilan énergétique mondial, la chose à retenir, c'est que notre bilan d'énergie primaire commerciale, chaque mot est important, depuis 20 ans, c'est 83% d'énergie carbonée, fossile, 17% d'énergie non carbonée, dont en gros 10 de renouvelables, aujourd'hui 7 de nucléaire. J'arrondis les chiffres, hein, mais ça fait 20 ans qu'on sait que le problème climatique est posé, 20 ans qu'on dit qu'on va décarboner le mix énergétique mondial, 20 ans qu'il est absolument constant. Il y a des changements à l'intérieur des familles de fossiles, mais le total est resté à peu près constant à 83%. Alors ça, je crois que c'est important, puisque vous savez que ça va être au cœur des débats à la fin de cette année à Paris pour la COP21. Ce que je voulais dire, tout le monde le sait ici, c'est que les hydrocarbures, c'est un espèce de continuum, du solide au gaz en passant par les liquides. Ce qui est moins clair, c'est qu'en fait, la comptabilisation de tous ces éléments de bilan est extraordinairement approximative et discutable. C'est pour ça que quand on voit les gens donner des chiffres précis,
sur les réserves ou même sur des productions, eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose s'ils n'ont pas donné à côté la définition qu'ils utilisent pour le terme réserve, pour le terme production. Donc, on va prendre un premier exemple, vous voyez. Ce bilan tout simple, 17% d'énergie primaire commerciale en 2014, comme en 90 ou en 2000, non carbonée, c'est pas énorme. Les ENR, 9%, le nucléaire, 6%. Ben, l'AIE, déjà, donne des chiffres très différents, parce qu'au pifomètre, ils mettent 1 milliard de TEP de non commercial, essentiellement de biomasse, sur lesquels il n'y a pas de justification. Alors, je pense qu'on ne peut pas raisonner sur des chiffres où on ajoute des choses sur lesquelles on peut se tromper de facilement 30 ou 40%. De plus, quand on fait des bilans interénergie, on passe forcément par des coefficients d'équivalence pour tout traduire en kilowattheure, en TEP, en ce que vous voulez, mais une unité unique. Et ces coefficients eux-mêmes sont entachés d'arbitraire au niveau des définitions, et il ne peut pas en être autrement, qui fait que si on les utilise pour autre chose que ce à quoi ils étaient destinés, eh bien, on va raisonner faux. Par exemple, le Grenelle de l'environnement, il y a des passages absolument Shaddock, parce qu'on a raisonné faux à cause de coefficients d'équivalence appliqués au nucléaire. Donc on a fait du Grenelle de l'environnement une arme antinucléaire, je ne pense pas que c'était l'intention au départ, en mettant des normes de consommation et en utilisant des coefficients faux. Donc ce n'est pas des problèmes théoriques, c'est des problèmes qui ont un impact sur notre vie politique. Les productions, c'est pareil. Voilà le même organisme américain, l'EIA, pas confondre avec l'AIE, qui donne chaque année 3 chiffres pour la production mondiale avec 3 définitions du mot pétrole. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est pour vous montrer que même quelque chose comme la production, selon la source que vous allez utiliser, vous la faites varier de 10%, ce n'est pas de 2%. Bon, et maintenant, quand on va parler réserve et évolution des réserves dans le temps, pareil, selon la façon dont on va définir les termes et les traiter, soit on est déjà rentré en déclin, c'est la courbe verte, soit on augmente gaiement. Et bien évidemment, ça correspond, les deux sont vrais, ça correspond à des jeux de définition différents. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que ces gaz et pétrole de schiste? Le mot maintenant est accepté, tous les géologues savent que ce n'est pas des schistes, que c'est des shales, donc des roches sédimentaires très légèrement métamorphisées, pas du tout des roches métamorphiques. Et tout le monde sait que c'est devenu un contributeur majeur de l'économie pétrolière et de l'économie gazière. Regardons d'abord un bilan gazier. Bien, on voit que sur le total mondial net, parce que là aussi il y a du brut, il y a du net, d'à peu près 3400 milliards de mètres cubes, on en a presque 20% qui sont du non conventionnel, et ça provient essentiellement des USA, et aux USA, c'est pratiquement à 80% des gaz de schiste, donc quelque chose qui est apparu dans les bilans tout récemment, moins de 10 ans. Donc vous voyez que ce n'est pas plus du tout marginal à l'échelle des États-Unis à l'évidence, puisque pour les États-Unis, les gaz non conventionnels, c'est quelque chose comme une 60aine de pourcents, d'ici je n'arrive pas à lire, et dans le reste du monde, c'est 7%. Et donc, si on fait la somme des deux, on a les chiffres que je vous donne là. Donc, ce n'est plus du tout un phénomène marginal. Sur le pétrole, c'est moins important, mais c'est totalement localisé pour l'instant aux US. Et c'est déjà 40% de la production américaine. C'est les chiffres de l'an dernier. Ça a encore un petit peu augmenté en 2014. Ça, c'était 2013, de mémoire. Oui, 2013. On voit donc qu'en 2013, on avait 88 millions de barils jour, là aussi avec une définition précise. Et là-dessus, on avait 6% qui provenaient de roche-mère, pétrole dit de schiste, près de 5 millions de barils jour, et pratiquement localisé à 97% aux États-Unis. Donc on peut considérer que c'est américain. Alors,
qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On reviendra sur ce qu'ils sont géologiquement. Et avant de voir ce qu'ils sont géologiquement, quelles sont leurs caractéristiques qui les rend tellement atypiques? Première caractéristique, les taux de déclin. On va regarder, par exemple, aux États-Unis, le taux de déclin annuel onshore, c'est à peu près 5% en moyenne. Et si on prend la première année, le taux de déclin sur du shale oil, c'est 50%. On est dans deux univers totalement disjoints. Si on regarde maintenant le taux de récupération ultime, avec tous les problèmes de définition qu'on peut avoir quand il s'agit de shale, on y reviendra bien évidemment, eh bien là, on voit une asymptote qui semble aller vers les 50% à terre aux US, sur le conventionnel, et on a l'air scotché à 5% pour ces nouveaux pétroles de roche-mère ou de shale. Donc vous voyez ces chiffres totalement disjoints sur les taux de récup et sur les taux de déclin. Encore quelques chiffres pour... Ah non, c'est avec ceux-là, pardon. Alors, ça a donné lieu à des publications multiples et en tête de tout ça, on trouve l'EIA américaine qui a publié il y a déjà 3-4 ans des cartes en disant voilà les zones où on a répertorié, où on a commencé à quantifier. Bon, en fait, vous savez tous, j'imagine, dans la salle ce que c'est qu'une roche-mère. C'est les roches sédimentaires fines où se sont accumulées, riches en matière organique, qui ont été transformées progressivement par l'effet de l'approfondissement et donc de la hausse de température en hydrocarbures. Et faire une carte, une enveloppe des roches-mères, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez la carte des gisements en surface et vous avez forcément en dessous des roches-mères matures. Donc ça, jusque-là, ça n'a, je dirais, aucun intérêt, ça ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes. Mais malheureusement, la dite administration est allée beaucoup plus loin. Elle est allée chiffrer des réserves. Et là, je prends ce qu'ils ont publié sur le gaz, mais c'est pareil, ils ont publié aussi sur le pétrole. Et on vous donne 4 chiffres significatifs, alors que le premier n'est pas significatif. Et on va voir pourquoi. Et je crois que ça a été un véritable drame pour ces nouveaux hydrocarbures. On a généré de l'incompréhension partout, bien évidemment chez les politiques, qui se sont dit « Ah, dans mon pays, il y en a, et il y en a tant, puisque l'Amérique nous le dit, d'où des espoirs à droite et à gauche complètement, je dirais, infondés. Et je crois qu'on n'a pas rendu service, bien évidemment, pour la presse, pour les gens qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas des pétroliers. Ils se sont dit, s'il y a des chiffres publiés par une administration compétente, ça doit vouloir dire quelque chose. Eh bien non, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Plusieurs facteurs. Une roche-mère, elle s'enfonce et elle va commencer par donner naissance, générer progressivement, à partir de, je ne sais plus combien, 1300 mètres, 1500 mètres de profondeur, du pétrole, jusque vers 1800-2000. Là, Jean-Jacques Bittot connaît ça beaucoup mieux que moi. C'est ce qu'on appelle la fenêtre à huile. Puis quand ça s'enfonce, il y aura de moins en moins d'huile, de plus en plus de gaz, avec, entre les deux, des gaz à condensat. Et donc, quand on étudie une roche-mère, la première chose à étudier, c'est la cartographie de la maturation de cette roche-mère. Là, j'ai pris 2 exemples. Ce premier, il est aux US, sur peut-être ce qui est devenu le play le plus important, le play vedette des pétroles de schiste américains, l'Eagle Ford. Et vous voyez, vous avez en vert la crude oil window, c'est-à-dire une partie qui a été relativement peu enfoncée dans son histoire géologique. Et là, les puits seront des puits à huile, parce que ça a été mature purement à huile. À l'autre extrême, vous avez la dry gas window. Tous les puits seront du gaz sec, parce que vous avez été dans des conditions thermodynamiques telles que s'il y a eu du pétrole, il a été craqué et il s'est retransformé en gaz. Et puis entre les deux, vous avez une zone de gaz à condensat. Donc, c'est la première chose, c'est essayer de voir les cartes de maturité. Alors, ça suppose qu'on ait un échantillonnage, qu'on ait une idée sur l'histoire géologique, etc. Je vais prendre un autre exemple tout à fait similaire qui vous montre que
à grande échelle, à une échelle encore plus grande au point de vue géographique. Si vous regardez la grande roche-mère de l'Argentine, la Vaca Muerta, eh bien, on a la même chose. On voit là, alors là, c'est dans le sens inverse, c'est l'extérieur qui s'est moins enfoncé. Ça ressemblerait un peu au bassin parisien, hein, où c'est le centre qui est le plus enfoncé. Donc au centre, vous avez du dry gas, vous avez en jaune du gaz riche en condensat, et vous avez en vert de l'huile. Voilà, maintenant qu'on a j'ai essayé de cadrer le sujet, on va revenir plus en détail aux aspects techniques de cette affaire. Alors, je crois que je vais passer la partie un peu pointue sur la classification des réserves pour des raisons de temps, mais vous aurez accès aux slides, tout le monde, hein, donc vous pourrez le regarder, on va passer ça. Et on va tout de suite venir à quelque chose qui est peu connu, c'est qu'en fait, ces hydrocarbures, on les connaît depuis, je dirais, toujours. Le problème, c'est leur mise en production économique. Ici, le premier puits de gaz de Rochemer, 1821. Alors, le concept de Rochemer n'existait pas, il est apparu dans les années 1960-70, hein, et plutôt 70. Et comment ça pouvait être économique? C'était un puits foré à la main, à quelques dizaines de mètres. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il se substituait à l'huile de baleine pour faire le chauffage, l'éclairage domestique, qui en dollars d'aujourd'hui vaudrait $2000. Et à $2000 le baril, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a eu des essais dans les années 20 sur un play aux États-Unis où on a compris que la formation ne débitait pas naturellement de façon suffisante, qu'il fallait la stimuler. Aujourd'hui, on appelle ça la fracturation. Et on a fait ça à la nitroglycérine. Il y a eu plus de 10 000 puits où on mettait 1 à 2 tonnes de nitroglycérine et ça finissait par débiter. On a eu d'autres exemples encore dans les années 70 de gaz en position synclinale dans l'Alberta, où également on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à trouver l'équilibre économique parce que les débits instantanés et surtout les débits cumulés des puits étaient trop faibles pour payer les puits. Alors, on a exactement le parallèle sur l'huile, où là aussi, vous avez des exemples très anciens. Dans les années 50, on a produit, avec des petits débits, une économie qui ne tenait pas bien la route d'échelle du Permien au Texas. Dans les années 60, les Russes qui ont la plus belle roche-mère continue au monde, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est plus de 2 fois la surface de la France, continue, du nord du Kazakhstan jusqu'à la Nouvelle-Zambie. Eh bien, ils ont compris qu'il fallait absolument fracturer. Ils y sont allés à la bombe atomique, puis après 3 bombes atomiques, ils ont arrêté parce que ça ne débitait pas. On vitrifiait en fait la formation et on fracturait à l'extérieur. Ce qui, évidemment, on s'en est rendu compte qu'après. Ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y avait des hydrocarbures dans les roches-mères et qu'on n'obtenait pas des débits économiques, elle est ancienne. Et pour ceux qui étaient, même à mon époque à l'école de géologie, donc années 60, je crois qu'on savait déjà qu'il y avait des hydrocarbures dans les roches-mères. Bon, je vais passer rapidement sur la comparaison entre un système traditionnel. Le système pétrolier traditionnel, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas pétroliers, c'est une roche-mère qui arrive dans des conditions de maturité suffisantes et qui va expulser ces hydrocarbures, ou une partie de ces hydrocarbures, hein. Ils vont cheminer par les chemins préférentiels, soit les fractures, soit des zones à porosité et perméabilité favorable, et puis ils vont s'arrêter s'ils trouvent une structure géométrique fermée, où ils vont s'accumuler, et qui elle-même est étanche, c'est-à-dire qu'il y a dessus une couverture. Donc cette notion de système pétrolier, qui date seulement des années 80, hein, pratiquement, c'est Alain Perrodon, que j'ai cité au début, qui a été un peu le père de cette théorie du système pétrolier, et puis l'IFP derrière,
qui lui a donné, je dirais, des données chiffrées en permettant de mesurer, grâce à des méthodes de géochimie, la maturation de la roche, le trajet des hydrocarbures, en fait de relier les hydrocarbures qu'on trouvait dans les gisements à leur lieu d'origine, d'arriver à avoir une signature qui indiquait d'où ils venaient. Eh bien, nos nouveaux hydrocarbures, la différence, c'est qu'ils sont restés où ils étaient formés, pratiquement, hein, où ils ont très très peu voyagé, juste sur les couches contiguës, je dirais juste au-dessus en général, ou au-dessus et au-dessous, et ils ne se sont pas concentrés. Ils sont restés à l'état diffus. Donc le conventionnel, il s'est concentré après migration dans un piège géométrique. Ces pétroles ou gaz-là, ils sont restés à un état relativement diffus. Pour donner un exemple, le plus gros gisement conventionnel de pétrole au monde, c'est Ghawar, ça doit faire 2000 km². Je vous ai dit tout à l'heure, le Bazenov, c'est 1 million de km². Et les grands plaies font plusieurs milliers de km². Donc on n'est plus du tout, ou dizaines de milliers, on n'est plus du tout dans la même chose. C'est normal, puisque le conventionnel, c'est un phénomène de concentration, et là, on attaque, je dirais, le minerai pauvre à la base, qui ne s'est pas concentré. Si on regarde ça au microscope, on voit tout de suite la différence, avec le même grossissement. Là, vous avez un réservoir de type sableux, hein, et vous avez les pores qui contiennent les hydrocarbures et l'eau. Et si vous regardez une roche-mère avec le même grossissement, vous ne voyez rien. C'est pratiquement comme de l'argile, vous ne voyez rien du tout. Donc, si vous voulez, une façon de résumer, c'est de dire que la roche-mère, au fond, elle est en elle-même un système pétrolier. Elle génère les hydrocarbures, elle les contient, elle les piège. Alors, essayons de chiffrer un tout petit peu ça en matière de la caractéristique numéro 1, la perméabilité. Vous voyez là, c'est pour des gaz, mais pétrole c'est pareil. Vous voyez des gisements conventionnels de 1 darcy à 1 millidarcy. Déjà 1 millidarcy, c'est très peu poreux. Les tuiles et briques du commerce, ça se promène entre 1/10 de millidarcy et 1 millidarcy. Donc vous êtes déjà à la compacité d'une brique. Et nos non conventionnels, ils se trouvent entre le 10e de millidarcy, le microdarcy, le millième de millidarcy. Hein. Donc on est dans un monde de l'ultra compact. Là on a un peu mis taille gaz et shale gaz. C'est des raffinements sur lesquels on peut en revenir. Mais vous voyez qu'on est dans un univers très très différent d'un point de vue géologique. Et une autre façon de montrer ça, c'est de prendre une échelle, là c'est une échelle logarithmique. Vous voyez depuis la mine de crayon, vous êtes de l'ordre du millimètre, vous avez les cheveux humains du 10e au 100e, et vous continuez, et vous voyez un bon réservoir, un très bon réservoir de Darcy, un réservoir limite, on est, je dirais, au millième de ça, et puis l'échelle réservoir, c'est en violet, on est entre, vous lisez, entre 0,301 et 0,401. Alors ça s'arrête quelque part forcément, c'est quand les pores deviennent pas plus gros que les molécules d'hydrocarbures. Elles ne peuvent plus circuler, donc là, il n'y a rien à faire et il n'y aura jamais rien à faire. Alors tout ça nous amène à un premier concept, le hot shale. Le hot shale, c'est ce que le géologue va chercher en premier. C'est un shale qui présentera les caractéristiques favorables à la fois pour avoir généré les hydrocarbures, les avoir gardés et qu'on va pouvoir stimuler par fracturation. C'est toutes ces conditions qui font un hot shale. Et c'est une définition qui est souvent confondue avec sweet spot. Le sweet spot, c'est une zone particulièrement favorable au point de vue production à l'intérieur d'un hot shale. Parfois, les mots sont utilisés l'un pour l'autre. Ce sont, à mon avis, deux terminologies bien dissociées. Prenons un exemple aux US. Là, vous avez
6 grandes formations exploitées, l'Eagle Ford, le Barnett, etc. Je ne les lis pas tous. Qu'est-ce qui définit un hot shale? C'est un ensemble de paramètres pétrophysiques, pétroliers et mécaniques. Là, vous voyez, vous avez le contenu total en carbone. Pour avoir généré des hydrocarbures, il faut que votre roche-mère elle en ait contenu, je dirais, au minimum 1,5%. S'il y a quelques pourcents, c'est encore mieux. Une certaine porosité, pas trop d'eau qui remplisse les pores, une perméabilité qui est très faible, mais qui quand même permet un minimum de circulation. Et puis, des critères qui sont totalement de la mécanique. Vous voyez, la dureté Brinell, le coefficient de Poisson, etc. Bien évidemment, il s'ajoute la géométrie, l'épaisseur et tout ça. Donc, ce concept de hot shale, il est au cœur de la chasse à ces nouveaux hydrocarbures et ils sont tous un peu différents les uns des autres. Là, on a fait des diagrammes en étoiles où on a mis pour différents hot shale américains des paramètres comme les hydrocarbures en place, la partie absorbée de ces hydrocarbures, le contenu total en carbone, l'épaisseur, etc. On voit que chacun est un petit monde différent. Et on va voir que ça a des conséquences sur la façon de pouvoir produire ces hydrocarbures. Donc, le rôle du géologue, c'est d'abord d'identifier les hot shale et à l'intérieur de celles-ci, les sweet spots, c'est-à-dire les endroits où on va pouvoir créer artificiellement de la perméabilité. Et vous le savez tous aujourd'hui, par fracturation hydraulique. Alors donnons un exemple pour montrer cette combinaison de facteurs qui fait un hot shale. Si on prend un diagramme triangulaire, et là on a mis les argiles de 0 à 100, les carbonates de 0 à 100, les silicates de 0 à 100. L'intérêt, il est purement pédagogique de ce graphe, c'est de montrer deux choses. Un, c'est qu'il y a une zone, s'il y a trop d'argile, quels que soient les autres composants, vous pouvez soit pas fracturer, soit vous fracturez, ça se referme aussitôt. En clair, ça absorbe même les agents de soutènement que vous aurez mis dans vos micro-fissures, et donc ce n'est pas productif. Et par contre, avec des teneurs moindres en argile, on a des plaies qui peuvent être soit complètement silicatées, soit complètement carbonatées, soit mixtes. Alors, la question, c'est mais comment est-ce qu'on va pouvoir repérer ces hot shale? Est-ce qu'il faut faire du forage systématique? Et on sait qu'on est déjà dans des productions dont on devine qu'elles vont être faibles et compliquées. Donc, voilà, la recherche, je dirais, du Graal, c'est est-ce que depuis la géophysique de surface, on serait capable de déterminer ces zones? Alors ça, c'est un pan énorme qui est en évolution rapide. Il y a eu d'ailleurs il n'y a pas longtemps un séminaire à l'IFP là-dessus. Et ça, c'est des cartes qui montrent, par exemple, en image géophysique, des zones favorables à la création de fractures, en clair qui ont une rigidité suffisante, des zones qui sont trop ductiles qu'on ne pourra pas fracturer, puis des zones qui ont déjà de la fracturation naturelle. Donc on arrive dans certains cas, depuis la surface, qui coûte évidemment moins cher que d'aller faire des forages, à voir quelque chose. Dans les logs, eh bien, on va avoir toute une série de caractéristiques qui permettront de dire ce schiste ou cette roche dans tel et tel intervalle paraît de bon augure. Bon. Autre exemple, et je m'arrêterai là depuis la surface, eh bien, il y a dans certains cas des programmes qui fonctionnent où on arrive à avoir un proxy de la rigidité par le coefficient de Poisson sur l'objectif qu'on veut étudier. Alors, je suppose maintenant qu'on a trouvé nos hot shale, qu'on a fait quelques forages pour être sûr qu'ils contiennent des hydrocarbures. Comment on passe à la production? Alors ça, c'est le graphique, je dirais, le schéma de base. C'est un puits qui est vertical jusqu'au niveau de la roche-mère, tout à fait classique, avec les mêmes programmes de tubage classiques. Donc il n'y a aucune raison que ça puisse présenter plus de danger qu'un puits classique.
Vous passez à l'horizontale quand vous arrivez dans la roche-mère, et là, vous allez, depuis l'extrémité, progressivement remonter en arrière en faisant des chocs de pression, des chocs hydrauliques, qui vont créer les micro-fissures qui permettront la production. Alors, on pourra, dans les questions, rentrer beaucoup plus dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous injectez que de l'eau, ça ne va pas marcher parce que les fissures se refermeront tout de suite. Il faut donc ajouter à l'eau un agent de soutènement, un sable ou un équivalent, ça peut être des petites billes synthétiques, ce qu'on appelle un propan. Mais si vous mettez du sable dans l'eau, pouf, tombe au fond du trou tout de suite, et votre puits est bouché. Donc ce qu'il faut en fait, c'est viscosifier votre eau de façon à ce que votre agent de soutènement se répartisse à peu près uniformément. Et malheureusement, ça ne suffit pas encore. Il va falloir ajouter un certain nombre de poudres de perlimpinpin, dont on parlera tout à l'heure, qui vont poser quelques problèmes au point de vue environnement. Alors, globalement, comment ça se présente? Vous allez avoir des nappes de drains horizontaux. Alors, on peut grouper les têtes de puits pour faire des nappes étoilées, des nappes parallèles. Enfin, il y a plusieurs géométries possibles. Pour ceux qui connaissent les ultra-lourds du Venezuela, ça ressemble énormément à un schéma de développement de sable à pétrole ultra-lourd du Venezuela. Alors, revenons maintenant à comment on fait les fracturations. Eh bien, dans votre casing, dans votre cuvelage, vous envoyez un tubing qui a des bouchons qui permet de rendre étanche une petite zone. Et après avoir fait un pré-trou à l'explosif, vous envoyez votre mélange aqueux sous pression et ça vous fait les fractures. Alors ça, c'était typiquement les puits d'il y a 3 ans, 10 000 à 20 000 mètres cubes d'eau, une ou deux piscines olympiques, une dizaine de fracturations réparties sur à peu près 1000 mètres de drain horizontal. Ça, c'était le puits type. On va voir qu'en 2014, le puits type n'est plus du tout le puits type de 2011 ou même de 2012. Bon, les agents de support, je passe, il y en a plusieurs types. Une question qui est posée par tout le monde, et en particulier, bien évidemment, par les gens soucieux des problèmes d'environnement, c'est « mais vous fracturez, est-ce que vous savez où vont vos fractures? Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir une communication avec des horizons aquifères d'eau douce utilisés ou potentiellement utilisables par les hommes? La question, c'est non, pratiquement. Pourquoi? C'est parce que sur quelques puits tests, on va s'amuser à enregistrer les ondes sismiques que créent les fractures et ça permettra de mesurer le développement de ces fractures. Là, je prends vue de haut. Vous voyez, chaque petit point, c'est un choc, et la taille du point est proportionnelle à l'amplitude du choc, et vous savez jusqu'où ça va, et ça ne va pas plus loin. Si ça allait plus loin, vous auriez une onde sonore, et vous n'en avez pas, donc vous savez que vous allez à 30 mètres ou 40 mètres au puits, perpendiculaire au puits. Et puis, vous pouvez aussi mesurer les développements parallèles au puits par des techniques du même genre. Voilà, le dernier point de cette première partie, les problèmes d'environnement. Je crois qu'on va les traiter plutôt sous forme de questions. J'ai dit que c'était des puits classiques, avec des tubages classiques. À ce niveau-là, je dirais qu'il y a plutôt moins de danger qu'avec des puits classiques, puisqu'on est sur des pressions faibles, des débits faibles. Vous avez tout un cycle de l'eau. Il faut amener de l'eau. Il faut que l'eau elle soit traitée, qu'on lui mette des additifs, etc. Il va en ressortir en gros la moitié, 40%. Et il faudra savoir comment en disposer. Et c'est, je dirais, le vrai problème d'environnement à mes yeux, il est là. Enfin, c'est un des deux vrais problèmes d'environnement. C'est d'être sûr que les gens ne vont pas balancer dans la rivière les eaux de reflux. Bon, on va passer ça. Donc la composition quand même de ce liquide, je vous ai dit, le sable, l'eau 95%, le sable 4%, il reste un petit pourcent pour tout le reste. Alors le reste, c'est des agents chimiques
qui ont pour but soit de faciliter la pénétration de l'eau dans les fissures, de casser le gel au dernier moment, des antibactériens. Alors un antibactérien, par définition, un biocide, c'est nocif. Tout est une question de dose. En fait, les doses sont les mêmes que dans une piscine, donc personne ne s'affole quand on en met dans les piscines, mais dès que vous en mettez sous terre, les gens s'inquiètent. Bon, on va laisser ces problèmes d'environnement. On les traitera, je dirais, dans les questions. Une chose que je voulais quand même, sur laquelle je voulais insister, c'est que la réalité, malheureusement, ça se formate. Et ça se formate par les médias, par la communication. Donc, une image malhonnête, et c'est une image que souvent pourront présenter éventuellement des gens qui vivent de cette activité, c'est de dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un petit appareil de forage dans la campagne qui ne pose aucun problème. Donc ça, c'est une... Et c'est vrai, pendant la phase forage, ça se présente comme ça. Mais 8 jours après, ça se présente comme ça. Et là, évidemment, si vous êtes un anti-gaz ou pétrole de schiste, vous ne montrerez que ça. Ça, c'est pendant le temps de la fracturation, vous avez un cirque de camions qui ont amené l'eau, qui ont amené les liquides, qui ont amené le sable, qui ont la puissance de pompage nécessaire. Aujourd'hui, c'est systématiquement plus de 10 000 chevaux. Vous verrez, on verra tout à l'heure, ça monte à 30-40 000 chevaux maintenant couramment. Amener ça sur des camions, ça fait beaucoup de camions. Donc il est évident que si vous avez une maison de campagne pas loin, pendant un mois s'il y a un puits et pendant 6 mois s'il y a 6 puits, vous allez avoir beaucoup de camions et vos chemins seront quand même passablement défoncés. Alors, ces images, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose sur l'exploitabilité de cette ressource. Et je voudrais quand même insister un peu sur un aspect culturel. Voilà des têtes de puits qui sont à l'aéroport de Dallas, au bord des pistes. L'aéroport de Dallas, c'est une entité juridique comme une autre, et elle a décidé de vendre des droits de son sous-sol. C'est le même trafic que Charles de Gaulle à Dallas, c'est pas un petit aéroport. À des sociétés, à une société, c'était Chesapeake à l'époque. Et là, vous voyez, sous toutes les pistes, sous les bâtiments, sous tout, vous avez vos drains horizontaux. Et ça crée aucun problème. Imaginez en Europe, si on disait on va se mettre en zone habitée ou sur un aéroport et on aura les têtes de puits au bord des pistes. C'est même pas envisageable. Donc le côté culturel et le côté économique, parce qu'évidemment ça rapporte à l'aéroport de Dallas, alors que si on fait ça à Roissy, ça rapportera probablement rien à Roissy, à l'aéroport de Paris. Bon, finalement, les problèmes d'acceptabilité, c'est ça que ça se résume. C'est un problème de dialogue presque impossible entre des entités locales qui, par définition, ne peuvent pas être totalement informées de sujets compliqués et qui vont juger en fonction de leur option politique, du parti auquel ils sont affiliés, qui dira pour eux c'est bien, c'est pas bien. Voilà, donc avant qu'on passe à la deuxième partie, je voulais juste qu'on prenne... Oui, j'ai respecté le temps de la première partie, qu'on se prenne 10 minutes de questions sur la première partie. Parce qu'on ne reviendra plus sur ces problèmes de production, de technique de production ou d'environnement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que vous voulez que je passe tout de suite à la deuxième partie? Oui, Sébastien? Quand tu parlais du taux de récupération, qui était de 5%, la question c'est est-ce qu'avec une nouvelle vague de fracturation hydraulique, ce serait possible d'aller plus loin que les 5%, parce que c'est pas trop onéreux, et est-ce qu'on a d'autres méthodes envisagées aujourd'hui qui nous permettraient d'aller au-delà ou est-ce qu'en fait non? Alors d'abord, tu prends le cylindre de roche dans lequel il y a des fractures autour de chaque puits, et tu calcules un taux de récupération. L'huile en place dans ce cylindre, ça on sait la calculer, hein, l'huile ou le gaz, et tu prends le taux de récupération là-dessus. Ou tu prends l'ensemble de la couche et toute la zone dans laquelle tu as fait des forages horizontaux, et tu calcules sur l'ensemble du parallélépipède un peu plat qui est drainé par ces forages. Eh bien, tu n'arrives pas dans les articles à savoir si les gens utilisent une méthode ou l'autre. Donc, évidemment, c'est déjà pas tout à fait la même chose. En clair,
La deuxième technique, pour le même gaz récupéré, te donne des taux de récup presque moitié moindres. C'est des cylindres qui sont conjoints et ils ne vont pas jusqu'aux 2 épontes de la couche. Hein. Bon, donc, taux de récup, on ne sait même pas le calculer. Hein. Voilà, pour être clair. Mais on sait que c'est faible. Voilà, ça, on peut dire ça. La question, est-ce qu'on peut l'augmenter? Alors, juste avant la chute des prix qui a commencé à l'été 2014, un certain nombre d'opérateurs s'étaient lancés dans du refracking. Et s'étaient dit, j'avais 10 fracs, je vais intercaler 10 autres, ou même je vais intercaler alors des puits, et ça on donnera des exemples, je vais faire à l'horizontale de l'infill drilling. Donc, évidemment, tout ça, ça augmentera les taux. Le problème, c'est qu'il faut que cette récupération additionnelle, admettons que la récupération initiale soit 5%, tu vas rajouter 2% de récupération, hein, donc c'est quand même 40% de mieux par rapport à 5, 2 de plus. Quel est le coût et qu'est-ce que ça rapporte? Il faut que ça soit au moins aussi rentable que les premières opérations, sinon tu vas continuer des opérations de puits primaires. Hein, et tu ne viendras que plus tard, dans 10 ans, à faire du refracking ou de l'infill. Autre question? Est-ce que tu peux dire quelque chose à propos de la deuxième photo impact médiane? Il n'y a rien de plus tranquille qu'un champ de production de puits conventionnel. Il y a des pompes qui montent et descendent. Pourquoi là il y a tous ces camions? C'est pour le fracking. C'est les quelques jours du fracking où il y a ce cirque gigantesque. Le reste, c'est pour ça que je vous dis, en forage, il n'y a rien de plus qu'un truc conventionnel, et le truc conventionnel, ce n'est pas du forage très lourd, c'est en général entre 1500 et 3000 mètres. Au-dessus de 1500, on n'y va pas pour des raisons justement d'environnement, être sûr de ne pas aller polluer de l'eau douce. En dessous de 3000, ça devient en général non économique, donc tu étais dans cette tranche. Donc c'est des rigs relativement légers. Et puis après, tu n'as plus que les têtes de pique, on les a vues au bord de l'aéroport de Dallas, donc il n'y a rien à voir. C'est vraiment, en forêt de Fontainebleau, il y en a plusieurs centaines, enfin en Seine-et-Marne. Hein, Philippe Namias qui est là peut dire qu'à Coulombe, il y a pas mal de puits, et bon, ça ne gêne personne. Hein. Enfin, je crois que ça ne gêne personne. D'autres questions? Oui. Dans quelle mesure les nouvelles technologies qui ont été développées ces dernières années pour le gaz, pour le pétrole, sont-elles applicables aux gisements conventionnels? Et donc, sont susceptibles de permettre un taux de récupération augmenté de pétrole dans les zones dites conventionnelles? Alors, dans le conventionnel, on va distinguer 2 sous-familles. Les bons gisements normaux, il y a déjà 15 ans qu'on fait des puits horizontaux dans ces gisements. À Gawar, il y a des centaines de puits horizontaux dans Gawar. Hein. Donc, il ne faut pas croire que l'Arabie Saoudite, ils ont attendu ça. Donc, mais ce n'est pas fraqué parce que c'est des réservoirs non fracables, les bons réservoirs. Vous n'avez pas besoin de faire de fissures qui font 1/10 de millimètre d'épaisseur, alors que vous avez des sables poreux. Ça n'aurait aucun sens. Hein. Donc, on utilise le fracking en réservoir conventionnel, c'est-à-dire des réservoirs où l'huile ou le gaz se sont concentrés dans un piège, uniquement si ce piège a lui-même des caractéristiques de porosité et de perméabilité trop faibles pour essayer de le stimuler. Et donc, cette stimulation par fracking, elle existe depuis 40 ou 50 ans. Si la matrice est calcaire, vous acidifiez, mais vous le faites dans des puits verticaux, hein, ou des puits déviés éventuellement. Donc, si vous voulez, c'est au contraire, ces techniques étaient classiques individuellement, le fracking et le puits horizontal dans les gisements classiques, et c'est en les combinant qu'on est arrivé à produire ces pétroles non conventionnels. Donc, ces techniques prises séparément, elles sont utilisées banalement depuis des dizaines d'années. Oui? Quelle est la durée d'efficacité du fracking? Est-ce qu'il faut le renouveler au cours de la vie? Il semble pas, justement. On va venir alors dans la deuxième partie sur les courbes de déclin, comment ça se comporte. On va y venir dans la deuxième partie. Une dernière question sur la première partie, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Ah oui, pardon. Oui, en fait, j'avais 2 questions, mais la seconde est celle qui vient d'être posée. En gros, c'était combien de temps produit un puits qui est traité selon cette manière-là? Alors. Mais la première question, c'était, tu as
Les paramètres sont différents. Alors on va y venir, c'est dans la deuxième partie. C'est en fait la fin de la deuxième partie. C'est qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Si on veut comprendre pourquoi il y a eu une production pétrolière plus forte que prévu qui a entraîné la chute et comment ça va se comporter dans la chute, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé récemment. On va y venir. Donc, dans cette deuxième partie, on va aborder les États-Unis, là où cette industrie est née, et pour l'instant, il n'y a que là qu'elle est développée, la France et l'Europe à titre anecdotique, voir un peu comment des géologues abordent une roche-mère nouvelle, si on veut la produire en tant que roche-mère, et puis, je dirais, la partie vraiment de synthèse économique qui seront les 2 derniers points. Alors, on va repartir un tout petit peu sur les fondements. La carte des principales roches-mères américaines, vous voyez ces noms qu'on voit dans les journaux toujours, l'Eagle Ford dans le pétrole, le Bakken, pétrole et gaz associés et condensats, et puis en haut à droite, tous ces schistes du Marcellus qui ont différents noms, qui deviennent un peu la zone vedette pour le gaz aux États-Unis. C'est des gaz souvent secs, là, mais avec des coûts de production peu élevés. Le modèle américain, au-delà de la technique, il a un certain nombre de spécificités qu'il est très difficile de reproduire ailleurs. D'abord, c'est le seul pays au monde où les propriétaires du sol sont propriétaires du sous-sol, et donc vous avez une motivation, vous soyez un propriétaire privé ou public, une administration, n'importe quoi, à concéder vos droits, puisque vous allez, toucher tout de suite du cash quand vous les concédez, et après avoir un droit, forme de royalty ou autre, négocié, s'il y a une production. Donc c'est évident que pour accepter des inconvénients, il n'y a rien de mieux que d'être dédommagé, éventuellement très bien dédommagé des inconvénients. La législation générale est très favorable. Par exemple, la législation américaine sur l'environnement a été aménagée pour permettre ces opérations là où on était en contradiction avec soit le Clean Air Act, soit le Clean Water Act. Imaginez en Europe qu'on améliore spécifiquement pour les pétroliers des législations de protection de l'environnement. Ça serait le hurlement absolu. Mais aux États-Unis, ça s'est fait, ça n'a pas trop choqué les gens. En plus, vous avez un tissu extrêmement riche de sociétés de services, aussi bien pour le forage que pour toutes les opérations liées, que pour la fracturation. Donc, en gros, les puits les plus bas au monde pour opérer, pour forer, pour fraquer, pour produire. Et puis, dans beaucoup de régions, les gens sont habitués, parce que c'est des régions pétrolières traditionnelles, je me répète, là où vous avez des roches-mères matures, vous avez en général des gisements conventionnels au-dessus. Donc, les gens sont habitués. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait du pétrole. Par exemple, Los Angeles, toute la plage de Los Angeles, c'était des lyriques à perte de vue. Et dans Los Angeles, il y a encore quelques propriétés où il y a des puits qui produisent en ville. On voit que ça a commencé en gros en 2007. On était à moins de 50 milliards de mètres cubes par an. C'est en 2008 qu'on a atteint les 50 milliards de mètres cubes et on est à 350, c'est-à-dire, disons, pour faire simple, la moitié de la production brute américaine. 350 milliards de mètres cubes en 5 ans, 6 ans. Donc c'est une extraordinairement rapide, une croissance extraordinairement rapide. Alors il y a des gens qui disent oui, mais ça se ralentit depuis 6 mois, etc., etc. Ben, attendez, c'est que tout simplement, il n'y a pas pour l'instant de débouché à l'export du gaz. Si tous les marchés sont satisfaits, il est évident que vous ne pouvez pas produire plus. Donc le ralentissement sur certains plaies n'a pas en soi de signification aujourd'hui. Passons maintenant, même graphique pour le pétrole. Alors là, c'est plus compliqué à interpréter, parce qu'en fait, on a l'impression, vous voyez, vous avez cette grande zone orange, le Permien, que ça a commencé bien avant. En fait, c'est faux, parce que le Permien produisait en fait pratiquement que du conventionnel jusqu'en 2008, et n'a commencé à produire du non conventionnel, par drains horizontaux et fracking, que depuis en gros 2010.
donc hier. Donc cette courbe orange, elle est très trompeuse. Par contre, aujourd'hui, 90% de la production du Permien vient des drains horizontaux fraqués. Donc, le jaune aujourd'hui, c'est bien du non conventionnel. Par contre, le jaune là, à 80%, c'est du conventionnel. Donc, cette courbe qu'on trouve partout, elle est un peu fallacieuse. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça continue à monter encore en janvier 2015, et on verra la période plus récente tout à l'heure. Alors, j'insiste sur le Permien parce que c'est un très bel exemple qui montre que la comptabilisation de ces productions, c'est extraordinairement arbitraire. Voilà tous les grands sous-bassins dans ce qu'on appelle la zone du Permien. Et vous voyez que celui dont on parle toujours, c'est le Midland Basin, mais il y en a d'autres, et ils sont tous en production pratiquement aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir l'allure du Midland Basin si on fait un log. Alors, regardez, parce que ça montre bien à quel point le Permien n'a rien à voir avec les autres plaies. C'est à la même échelle, vous avez l'Eagle Ford, le Barnett, le Niobrara, le Bakken, le Marcellus. Vous voyez que dans tous les autres, vous avez 1-2 niveaux producteurs, là un peu plus, mais ils sont encore bien groupés. Alors que dans le Permien, vous en avez une palanquée sur une très grande colonne. Et dans cette palanquée de réservoirs produits, il y en a qui sont conventionnels, qui étaient produits avant par drains verticaux, et aujourd'hui, on fait des multidrains horizontaux, et on a donc des puits qui produisent simultanément des huiles dites conventionnelles et des huiles dites non conventionnelles. Puis c'est évident qu'on n'a pas de compteur qui permet de faire la distinction. Donc aujourd'hui, on prend l'ensemble du Permien comme étant du non conventionnel, et vous voyez que ça correspond en fait à des combinaisons. À chaque zone va correspondre des combinaisons de zones drainées différentes. On y reviendra. Donc vous voyez que c'est un cas à part qu'on ne peut pas traiter comme le reste. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'été 2014? D'abord, les prix, vous savez, ils ont baissé de 50%, puis ils ont un petit peu remonté. Vous avez le nombre d'appareils de forage qui étaient en œuvre au maximum à l'été 2014. Par exemple, sur le Midland Basin, dont je viens de parler, vous en aviez 328, et il y a 15 jours, vous en aviez plus que 126. Sur l'Eagle Ford, vous en aviez 228, il y a 15 jours, vous en avez plus que 110. Vous voyez la rapidité de la démobilisation de ces appareils de forage dans le contexte américain. C'est évident que ça, ce n'est pas reproductible tellement ailleurs. Alors, il y a là-dedans, en fait, pas uniquement des puits horizontaux, mais c'est la grosse majorité. Alors voilà maintenant un diagramme détaillé qui vous explique ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Permien. C'est dans le Midland Basin très précisément. Vous voyez qu'en 2011, vous aviez 4% de puits horizontaux, 96% de puits verticaux. Donc on produisait le Permien depuis des décennies. Mais aujourd'hui, vous le produisez à 80% par des puits horizontaux. Et dans 2 ans, il n'y aura pratiquement plus que des puits horizontaux. Voilà en quoi ça se distingue des autres. Alors la grande question, c'est... une des grandes questions, les États-Unis ont retrouvé leur autonomie complète en gaz, ils vont être excédentaires, ils vont exporter. Ils n'ont jamais été un gros importateur, ils s'étaient préparés à être un gros importateur, ils avaient construit les terminaux d'importation qui n'ont pas servi puisqu'on a entre-temps trouvé ces gaz. Pour le pétrole, la question est beaucoup moins nette. On voit que les importations plongent, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, on est loin de l'autonomie. En clair, les US importaient 60% de leur production avant ces nouveaux pétroles, ils n'en importent plus que 40%. La question, c'est est-ce que dans 10 ans, c'est 20 ou c'est 10 ou 0 ? Je pense qu'ils continueront à être importateurs à hauteur d'à peu près 20-30%, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Là,
sur les produits, qui est évidemment un problème annexe, parce que aux États-Unis, vous n'avez pas le droit d'exporter le pétrole, donc même quand c'est bien placé pour l'exporter, vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez exporter des produits. Donc, les US, qui étaient un gros importateur de produits, en particulier d'essence européenne, qui était en excédent, ben, n'en ont plus besoin. Et évidemment, du jour en 2011 où ils se sont mis à exporter des produits, le monde a titré « Les États-Unis autosuffisants en pétrole ». Ce qui est absolument terrifiant, c'est que c'est évidemment pas autosuffisant en pétrole, ils devenaient exportateurs de produits, ce qui a évidemment rien à voir, ou pas grand-chose à voir. Alors, si on regarde, donc on résume, en gaz, on sait qu'on a le potentiel, il suffit de forer pour avoir des productions importantes pendant des durées longues. Donc les gens qui disent c'est un feu de paille, c'est absolument ridicule. Les gens qui investissent dans ces usines d'exportation, donc on ajoute aux terminaux d'importation des trains de liquéfaction. Hein. Le premier va rentrer en fonctionnement, je crois, à la fin de cette année, toi tu dois le savoir, Sabine Pass de Chénière. Mais il y en a 3-4 en construction de ces terminaux d'exportation. Et donc il est évident que s'il y avait un doute sur la pérennité du gaz, les gens ne construiraient pas les terminaux d'exportation. Ça me paraît une démonstration relativement simple. Bon. Ce qu'il y a comme problème là-dedans, c'est que la politique interne américaine s'en mêle, aussi bien pour le pétrole que pour le gaz. Pour le gaz, tous les industriels qui ne sont pas gaziers, qui consomment du gaz, centrales thermiques, les aciéries, l'automobile, tout ce que vous voulez, ils disent « moi, je ne suis pas du tout pour l'export, je pense qu'il faut garder cette ressource précieuse », sachant qu'il y a un excédent et donc qu'ils auront des prix le plus bas possible. Normal. Ou si vous êtes chimiste, enfin, tous les gens qui consomment du gaz ou des fractions du gaz. Il est évident que si vous êtes gazier, par contre, si vous vivez de ça, ce que vous voulez, c'est le droit d'exporter. Donc on a à l'évidence un problème politique interne. C'est la même chose pour le pétrole. Les raffineurs, ils sont très contents qu'il n'y ait pas le droit d'exporter le pétrole. En fait, ils obtiennent une décote sur le pétrole parce qu'il y a une suroffre par rapport à la capacité technique du raffinage. Pas à la capacité globale, mais à la capacité à traiter des légers. Voilà, bon, je vais passer ça. On va passer directement à qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis sur les appareils de forage. Vous voyez que dans une première période, en violet, c'est les appareils qui forent au gaz, qui ont un objectif gaz. En rouge, ceux qui ont un objectif pétrole. Et on voit ce fabuleux retournement après la crise de 2008. En 2008, vous aviez en gros 20% des appareils à forage horizontal qui foraient pour de l'huile, 80% foraient pour du gaz. Il y avait un trou, on rattrapait puisqu'on allait importer, et donc là, on a bouché le trou. Hein. Et puis brutalement, on a trop de gaz. Les prix se sont écroulés et on a passé la flotte à peu près à 70% des appareils forant maintenant pour le pétrole, et même 80% en ce moment, et 30% puis 20% maintenant forant au gaz. Et quand on regarde le phénomène en détail, c'est une des plus extraordinaires enfin, je dirais, illustrations des problèmes d'œuf et de poule. Vous avez en rouge le nombre de rigs qui forent au gaz. Vous voyez que c'est monté presque à 1600 à un moment. Donc, presque toute la flotte de forage, 80%, était utilisée à forer au gaz. Et puis, c'est tombé à moins de 400, hein, même à 300. Et comment ça s'est passé? Eh bien, on voit qu'à chaque fois, il y a une corrélation extraordinairement étroite dans le prix à la tête du puits, le prix du gaz, qui est en le petit trait jaune-beige, et ce nombre d'appareils de forage. En clair, quand le prix monte, on mobilise, quand le prix baisse, on démobilise. Et à force de jouer à ce petit jeu-là, à un moment, on a trop mobilisé, on a cru que ces pointes signifiaient quelque chose, ces pointes de prix, et on a surproduit, et à ce moment-là, le système œuf-poule a changé, on a trop foré, on a eu trop de gaz, et les prix se sont écroulés. Donc là, cette logique de relation a évolué au cours du temps. Ceci dit, malgré tout ça,
attendez, oui, sur la précédente, ce que je n'ai pas montré, c'est la partie extrême droite où le phénomène se décorrèle, les prix remontent un peu, mais comme en fait on sature le marché, la flotte de riz ne remonte pas. Si maintenant on regarde à l'échelle mondiale, on voit qu'on avait des prix relativement cohérents, ils étaient plus élevés en Asie qu'en Amérique, etc., jusqu'à la crise de 2008. Et à partir de la crise de 2008, on voit les trois grands marchés mondiaux se dissocier complètement. On voit le marché asiatique s'envoler à 3-4 fois le prix américain, le marché européen à 2-3 fois le prix américain, et ce n'est que tout récemment que ces prix asiatiques ont commencé à plonger. Alors en fait, il faudrait de longues explications, parce que ces courbes, c'est des moyennes, c'est pas représentatif de tous les contrats, etc., etc. Il y a là-dedans un effet Fukushima important. Les Japonais, d'un seul coup, ont eu besoin de plus de GNL pour faire de l'électricité, n'ayant plus aucun de leurs réacteurs nucléaires disponibles, etc. Bon. Alors ça, c'est pour montrer à quoi ressemblera un terminal d'export, mais en fait, c'est Snøhvit. Et voilà les projets qui ont reçu plus ou moins leur approbation de principe. Vous voyez qu'il y en a sur la côte est, sur la côte ouest, et ça fait beaucoup de projets. Hein. Vous en avez une vingtaine, en fait, qui sont à l'étude, et certains ont passé les autorisations administratives. Donc voilà ce pays qui se préparait à être un gros importateur, qui va devenir un grand joueur à l'export. Bon, on va passer très vite sur l'Europe. Bon, en France, il y avait des feux éternels, c'est connu. On a regardé, il y a des roches-mères matures à gaz dans le couloir rhodanien, des roches-mères matures à gaz dans le bassin parisien. Le bassin parisien, c'est un bon exemple parce qu'en fait, si on prend le bassin parisien sensu stricto, il n'y a aucune zone qui est mature à gaz. Or, dans les documents américains, on vous colle là des paquets de gaz considérables. Et la roche-mère, elle est tout juste mature à huile sur 10 000 km², sur les 100 000 km² que fait le lias dans le bassin parisien. Hein, donc un dixième. Par contre, dans la Meuse, en Lorraine, vous avez des roches-mères plus profondes, carbonifères, qui, elles, peuvent être matures à gaz. On n'a jamais trouvé en surface, sauf un tout petit machin, de gisement de gaz, donc ce qui n'est pas d'un très bon augure. Voilà un peu une carte qui date déjà d'il y a 2-3 ans, des permis qu'il y avait un peu en Europe. Vous voyez qu'il y en a un peu partout. Alors personnellement, j'ai jamais compris, là il y a un éminent représentant de la société Total, pourquoi on s'est mis d'abord dans la vallée du Rhône, un endroit où d'un côté on avait José Bové et de l'autre côté les résidences secondaires dans le parc du Luberon. C'était évident que politiquement, ce n'était pas la zone idéale. Hein. Et géologiquement non plus en plus. Moi je me serais attaqué au pétrole du bassin parisien. Mais bon. On va passer sur les différences entre l'économie en disant qu'en gros, avec ce qu'on sait aujourd'hui, les opérations seront 2 fois plus chères en France qu'aux États-Unis. Ça ne condamne pas le système. 2 fois plus cher, si le gaz se vend 2 fois plus cher, ça veut dire que le problème mérite d'être regardé. On va passer sur toutes les parties chiffrées là, pour passer sur ce qui vous intéresse le plus, qui est la dernière partie. Alors, sinon, je redonne tout petit peu la slide précédente. Le bassin parisien, alors je crois que c'est l'IFP qui a tenté de chiffrer ça, qui dit, finalement, il y a eu 80 milliards de barils de générés. Alors là, c'est je dirais, ça rejoint une publication de M. Vito qui dit comment est-ce qu'on arrive à calculer ce qui a été généré, hein. Quel est le yield, je crois que c'est le terme exact, d'une roche-mère. Qu'est-ce qui a été récupéré dans des pièges? 0,25 millions de barils qu'on a produits, même s'il y a 2 ou 3 milliards, et même s'il y en a 2 ou 3 en place, par rapport aux 80, ce n'est pas grand-chose. Donc l'essentiel semble être resté dans les roches-mères.
vrai, pas vrai. Enfin, ça, c'est les géochimistes qui nous le disent. Bon, la Russie, pour ne pas trop dépasser l'horaire, je vais passer très vite. Ils ont donc, je l'ai dit, la plus grande roche-mère au monde. À elle seule, elle fait 2 fois la surface de la France, même âge que les roches-mères du bassin parisien. Elle a donné naissance à tous les grands gisements qui sont à l'ouest de l'Oural. Et on peut reconstituer le milieu de dépôt, la bathymétrie, à partir de la géologie. Ce que je voulais montrer, c'est plutôt un tout petit peu de méthodologie. Les pièges conventionnels, c'est un appareil à concentrer. La roche-mère, elle est plus ou moins plate, elle émet de façon régulière, et puis ça mixe, ça se concentre. Et donc, si on veut savoir un peu quelles sont les zones à huile, les zones à gaz, vous regardez où sont les gisements et vous les mettez par des points de même dimension, puisque la dimension du piège, c'est complètement irrelevant pour savoir ce qu'il y a dans la roche-mère. Et après, vous allez faire des cartes, par exemple, de teneur en matière organique, qui est un des éléments majeurs pour déterminer le yield, la production possible à partir de la roche-mère. Ça, c'est un des paramètres. Un autre paramètre que vous pouvez mesurer, c'est la maturité à laquelle a été portée la roche-mère. Là, on utilise un proxy pour la maturité, qui est le pouvoir réfléchissant de la vitrinite, qui est toujours de tout petits niveaux charbonneux. Et finalement, on va croiser toutes ces cartes pour définir quelles sont les zones intéressantes, soit pour du gaz, soit pour du pétrole. Et contrairement à ce qu'on croit, vu de France souvent, il y a déjà énormément de zones d'études et de compagnies embarquées dans cette affaire. Alors, à quel horizon ça produira en grande quantité, ça c'est une autre paire de manches. Voilà, vous avez le nom des principales compagnies. Tout ça, aucune slide ne vient de la maison Total, je précise, c'est du net ou d'autres sources. Ce n'est pas d'origine interne. Alors, venons-en maintenant, rentrons plus loin dans l'économie. Les gisements conventionnels, on a une assez bonne maîtrise intellectuelle de leur modélisation économique. On est capable, avant de les développer, et a fortiori quand on a foré les puits de développement, de dire je pense récupérer tant, avec telle forme de courbe de production, etc. On a acquis, l'industrie a acquis, au cours des 50 dernières années, le know-how pour faire ça. Dans les roches-mères, c'est juste un amusement, il y a un tel nombre de paramètres qui se mêlent et qui se bouclent qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas très bien armé. Alors, il y a des gens qui font de la mathématique, qui disent voilà ce qui va être expulsé de telle roche-mère dans telle condition. Ces mathématiques sont encore très, très balbutiantes, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on apprend en voyant la réalité. Si on prend un niveau un peu plus macro, on essaye de regarder combien il faut de forage chaque année, combien il faut d'appareils de forage pour tenir un certain plateau. Ça, c'était un petit modèle qu'avait fait en 2013 l'IFP. Vous voyez, pour du gaz, pour faire 60 milliards de mètres cubes, il faut 1000 puits par an. Et avec 1000 puits par an, là, en barils jour, avec des hypothèses homogènes, vous faites un peu plus d'1,5 million de barils jour. 1000 puits par an, même si chaque appareil en fait 20, ça vous fait quand même 50 appareils qui forent jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce n'est pas une petite opération industrielle. Et il faut les emplacements prêts, agréés par l'administration, etc., plusieurs mois à l'avance, puisque vous avez votre flotte qui avance et votre flotte d'appareils, vous ne pouvez pas attendre. Alors ça, c'est, vous voyez, ce que donne une modélisation théorique. Ce que donne la réalité, là c'est le back-end, ça ressemble pas mal. Alors ça, c'est des ensembles de puits, c'est des zones, si vous voulez. C'est des grands sweet spots qui viennent s'embringuer les uns sur les autres. C'est une somme de puits, chacun. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé vraiment tout récemment.
En rouge, c'est une véritable moyenne qui a été publiée par le département du pétrole du Dakota et des États avoisinants, la Welbakken. Et donc vous avez, je ne sais plus combien, 15 000 puits. Et la courbe rouge, c'est une vraie moyenne de publiée. Vous voyez quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous démarrez à 250 barils jour, et au bout de 12 mois, c'est des mois, vous êtes à 50 barils jour. Ça n'a rien à voir avec un puits classique. 250 barils, déjà, c'est pas terrible pour un puits classique, mais 50 barils au bout de 12 mois, vous dites on ferme. Non, il y a une queue qui est presque horizontale et on ne ferme pas. Et on va voir que ça joue un rôle en ce moment important. Je reprends le même back-end un an plus tard. On avait gagné la zone bleue, c'est-à-dire que les nouveaux puits avaient une courbe de déclin plus favorable. Ils démarraient un petit peu plus haut, vers 300 barils, et puis ils déclinaient un peu moins vite. Ça, c'est le gain en un an. Et si on regarde, alors c'est à partir de roadshow de société, donc ce n'est pas des statistiques au sens de la courbe rouge, mais c'est une bonne approximation. Et ça, c'est ce qu'on a en ce moment estimé 2014 à partir de roadshow. Vous voyez le gain en 3 ans tout à fait considérable. On a en gros pratiquement doublé les productions initiales et on a gagné près de 50% par rapport au puits qu'on faisait il y a 3 ans de récupération totale. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce miracle. La première chose à regarder d'abord, c'est comment se situent ces réserves par rapport aux autres sources de brut, conventionnelles ou non, et combien ils pourraient représenter en volume. Il y a les deux à la fois là-dessus. Il y a des coûts de production. On estime que ce qu'on a déjà produit, c'était entre 2 et 30 $ le baril, que ce qui reste à produire en Moyen-Orient, en Afrique du Nord, on est dans cette même machine, dans ce même range. Les autres pétroles conventionnels, on voit que ça commence toujours à 15 $ dans les cas les meilleurs, mais vers le haut, ça va plutôt tangenter vers les 80 avec une tendance à monter. Bon, ça c'est la récupération assistée. Les ultra-lourds, on voit qu'il n'y en a pas de bon marché. Ça commence à 60 et ça va vers 80-90. Et puis nos pétroles de schiste, appelés aussi light tight oil, parce que c'est des pétroles légers, et tight parce que c'est des formations compactes, eux, ils évoluent à l'inverse. Et Schlumberger a présenté il y a un peu plus d'1 an ce graphe que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Ils l'ont présenté à Oil Money en octobre 2014. Vous avez là 2009-2010 jusqu'à 2013. Vous avez en bleu foncé les prix de revient moyens des nouvelles productions en LTO, en shale oil, et en bleu clair, les prix moyens pour le nouveau conventionnel. Vous voyez qu'en 2009, c'est incroyable, les LTO étaient à 93 $ le baril de prix de revient, le conventionnel à 38. On voit que le conventionnel, de 38, il monte doucement jusqu'à 60 en 2013, en moyenne, et que le non conventionnel, de shale oil, eh bien, il descend de 90 à 60. Et aujourd'hui, on est absolument dans les mêmes zones de prix de revient moyen, avec cependant des caractéristiques de comportement économique assez différentes. Dans le conventionnel, la plupart du temps, vous avez upfront à faire l'investissement. En particulier, si c'est de l'offshore, il y a pratiquement tout est avant de commencer à produire. Si c'est des ultra-lourds, pareil, presque tout, c'est avant de commencer à produire. Là, c'est l'inverse. Vous investissez au fur et à mesure que vous produisez. Vos coûts d'investissement sont presque assimilables à des coûts opératoires par rapport au conventionnel. Alors, on peut illustrer ce diagramme de Schlumberger, qui sont des moyennes, sur des cas tout à fait récents, des roadshows de différentes sociétés. Ça, c'est la comparaison des prix de revient 2014 et 2015 dans différents plays américains. C'est dans le back-end et les Eagle Ford. C'est les deux plus grands plays.
Vous voyez, la baisse des prix qu'on a vue avant semblerait se continuer en 2015. Bon, on va passer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? D'abord, cette baisse qu'on a vue, je vais l'illustrer, mais on peut déjà l'expliquer. Il y a 3 ou 4 phénomènes qui s'imbriquent. D'abord, on a allongé les drains horizontaux. Alors que le drain standard, c'était 1000 mètres il y a 4 ans, en 2014, c'est plutôt 2000 mètres. Deuxièmement, on a augmenté le nombre des fracs plus que proportionnellement. On est passé de 10 fracs à 30. Donc, c'est comme si on en a, au lieu de 10 sur 1000 mètres, on en a 15 sur 1000 mètres, on en a 30 sur 2000 mètres. Et puis, on a augmenté les puissances d'injection pour injecter le fluide avec ses propans. On est passé en gros de cirques d'injection de 10 000 chevaux à des cirques de 40 000 chevaux. Donc vous voyez, tous ces facteurs s'ajoutent. Alors s'ajoutent évidemment la meilleure connaissance, les opérations plus rapides, etc., qui évidemment, elles sont des courbes d'expérience qu'on aurait de toute façon dans n'importe quelle technologie nouvelle. Mais il s'ajoute des éléments proprement techniques qui sont au-delà de mieux faire ce qu'on sait faire. Alors là aussi, une chose que je voulais montrer, c'est la tendance à attaquer simultanément plusieurs niveaux. Donc on a des nappes de drains horizontaux à plusieurs niveaux qui vont déboucher dans les mêmes puits. Et puis, on commence à avoir, sous forme de pilote pour l'instant, à densifier. Soit densifier pour continuer l'exploration d'un play qui était déjà en production, soit en revenant, en faisant de l'infill horizontal. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Donc densifier le nombre de drains. Quand on essaye de mettre tout ça en chiffres, il y a une société qui est en fait le leader de cette industrie, EOG. EOG avait pour ancêtre Enron Oil and Gas. C'est devenu, je dirais, la vedette de ce secteur, puisque c'est une société qui a 4 ans devait valoir 10 milliards de dollars et en vaut 50 aujourd'hui. C'est quand même, dans le pétrole, c'est pas, les gens qui multiplient par 5 leur valeur en peu d'années, c'est pas courant. Et ils ont passé en revue, pareil, c'est un roadshow, combien ils avaient de plays qui étaient rentables avec un prix de 80 $, et d'autres, ils ont regardé quel est le prix nécessaire pour que tel play soit rentable dans leur portefeuille. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a pratiquement tout leur portefeuille, ils n'ont rien à plus de 50 $ le baril, prétendent-ils. Alors, est-ce qu'ils mettent tous les coûts, ou est-ce qu'il y en a quelques-uns des overheads qui sont oubliés? Et ils en ont pas mal qui est à moins de 40 $ le baril. Et ça, c'est évidemment impressionnant. C'est le résultat de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez que dans leur cas, la moyenne n'est plus à 60, elle est à 45. Et on peut recouper ça par d'autres présentations. Voilà. Donc, je vous disais, on a gagné aussi sur le temps de forage. Là où il fallait 10 jours, on arrive à faire un puits en 4 jours, ce qui est absolument incroyable. Alors maintenant, on passe plus de temps à fraquer qu'à forer. Parce qu'arriver à forer 1000 mètres verticaux ou 1500 mètres verticaux plus 2000 mètres horizontaux en 4-5 jours, c'est absolument incroyable. Alors, si on essaye de faire des moyennes sur les différentes plays, ça c'est publié par une banque qui est très spécialisée dans le pétrole, Simons, puis Bloomberg. On voit que les moyennes, ça se balade entre 40 et les fameux 60 qui avaient été montrés par Schlumberger. Mais le diable se cache dans les détails, parce que vous ne pouvez pas dire, ceux qui sont à 60, ils vont chuter,
si le pétrole tête de puits en Amérique est à 50 ou à 40, parce que le WTI, c'est plus bas que le Brent et le prix à la tête du puits est plus bas que le WTI. En fait, on va voir qu'à l'intérieur de chaque plaie, c'est une espèce de distribution de courbe de Gauss, et donc la moyenne, en soi, n'est pas un outil prédictif. L'outil prédictif, c'est d'avoir la courbe, ce qu'on n'a en général pas. Bon, là, c'est pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. La longueur des drains latéraux qui a augmenté sur tous les plaies. Hein, là, on le voit très bien. Le nombre de fracs qui a augmenté. Vous voyez qu'on est passé 10, qui était la moyenne standard il y a 4 ans, en bleu marine, à quelque chose de l'ordre entre 30 et 40 aujourd'hui. Et je vous disais, le diable se cache dans les détails. Ben, voilà, sur un play, le Bakken, le Nord Dakota, les différents sweet spots. Et regardez les prix de revient, sweet spot par sweet spot, et le nombre de rigs, évidemment, sur chacun, à une date donnée, c'est très rapidement évolutif, tout ça. On voit que ça se promène entre 28 et 85 $ le baril de prix de revient, et que la moyenne de 56-60, bah, en soi, elle ne vous permet absolument pas de savoir qu'est-ce qui se passe quand le brut chute. Hein? Qu'est-ce qu'on va démobiliser, à quelle vitesse, et qu'est-ce qu'on va continuer à produire ayant démobilisé une partie des rigs. Voilà, donc ça nous amène au dernier point, et on va presque respecter pas tout à fait l'horaire. La crise du prix, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi cette industrie, ces nouveaux pétroles sont responsables? Et comment cette industrie va faire face à ces nouvelles conditions? Alors, je dirais pour l'essentiel de la presse, c'est avant tout une affaire politique. C'est un règlement de compte, pour faire simple, entre l'Arabie saoudite qui veut garder ses parts de marché et les nouveaux venus. Ils se disent les nouveaux venus sont plus chers que nous, on va les calmer et les ralentir sérieusement. Et vous voyez que cette interprétation, c'est aussi bien celle de The Economist, qui est le journal de référence quand même sur les problèmes économiques avec le FT, mais aussi le journal boursier numéro 1 en Grande-Bretagne, Money Week. Alors, on va passer tout ce qui est théorie, on va passer directement à la pratique. Le prix du brut, tout le monde sait qu'il n'arrête pas de bouger, et jusqu'ici, les mouvements, c'est effectivement la politique qui les explique pour la plupart d'entre eux. En tout cas, sur la période récente. Hein. On voit Irak-Koweït, on voit la deuxième guerre d'Irak, on voit un certain nombre de choses. 2008, une chute qui n'a rien à voir avec l'industrie pétrolière elle-même, c'est la demande qui chute en même temps que l'ensemble de l'économie mondiale chute, donc ça n'a pas du tout comparable à ce qui s'est passé en 2014, il n'y a pas eu de chute de l'économie mondiale en 2014. Et pourtant, les prix ont baissé. Alors, en même temps qu'ils baissaient, il faut voir que cette baisse n'est pas complètement homogène. J'ai dit tout à l'heure, les prix américains et les prix, le reste des prix mondiaux, le reste des prix mondiaux est corrélé au Brent, les prix américains, ils ont leur vie propre, et l'écart entre les deux bouge dans le temps. On pourra en parler s'il y a des questions. Regardons maintenant la flotte d'appareils de forage. Là, il y a à la fois tous les types de puits, non pas par objectif pétrole ou gaz, mais savoir si c'est des puits horizontaux, en noir, verticaux, en bleu, directionnels, c'est-à-dire déviés, en rouge. Ce qu'on voit, c'est que la crise de 2014 a entraîné la chute de tous les types de puits. C'est les puits à terre. L'ensemble des opérateurs, quel que soit leur type de production, conventionnel ou pas, a démobilisé. Et là où je dirais la plupart des observateurs ont été surpris, c'est si on prend simplement
les rigs américains qui foraient à l'huile, vous voyez qu'on retrouve le chiffre de 1600, qui était le chiffre, vous vous rappelez, du plafond du nombre de rigs qui foraient au gaz en 2008. Et bien maintenant, c'était le plafond en 2014, 1600 appareils qui foraient à l'huile. Et on voit que c'est tombé en dessous de 700. Donc on a perdu plus de 50% de la flotte de forage en quelques mois. Et la production, contrairement à ce que beaucoup de gens avaient anticipé, a continué à monter. Et ce n'est que depuis, je dirais, 3 semaines qu'on voit les premiers signes d'une baisse. Donc il y a une espèce d'hystérésis, de viscosité du phénomène qui est assez surprenante. Alors il y a plusieurs explications. Une première explication, c'est qu'il y a toujours une famille de puits en attente qui sont forés en attente d'être fraqués, ou forés et fraqués en attente d'être reliés au réseau d'évacuation. Donc on peut penser qu'une partie de la suite de la hausse, c'est d'anciens puits. Ça, c'est possible. Deuxième facteur de viscosité, quand vous avez 2 fois moins d'appareils, vous les groupez sur les meilleures plaies, c'est-à-dire les plaies qui sont encore économiques, et qui évidemment sont les plaies qui débitent le plus par puits. Donc ce n'est pas du tout proportionnel. Et puis enfin, il y a tout simplement garder vos droits miniers, vous avez des listes, vous avez des obligations de forage, si vous ne les remplissez pas, vous perdez vos droits. Donc tout ça se cumule pour créer de l'hystérésis dans le système. Il faut produire pour garder ses droits. Alors, ce qu'il y a de surprenant dans cette chute des prix, c'est qu'apparemment les fondamentaux ne laissaient pas anticiper une chute des prix. Alors, quels sont les fondamentaux? C'est quel prix a besoin l'industrie pétrolière pour ses nouveaux projets frontières? L'offshore profond, l'Arctique, ceci, cela, les sables de l'Athabasca, l'industrie elle a besoin de 80-100 dollars. De quel prix ont besoin les pays producteurs? Comme ils subventionnent largement, et voilà les chiffres, vous voyez souvent les articles où on met en cause la subvention aux énergies fossiles, cette subvention elle est uniquement dans les pays producteurs pratiquement. Et vous voyez que c'est des sommes absolument astronomiques, hein. C'est en milliards de dollars, vous voyez que c'était 120 milliards de dollars, et c'est entièrement localisé dans les pays producteurs. Et ces mêmes pays, ils ont besoin, eux aussi, des fondamentaux pour boucler leur budget de prix plus ou moins de l'ordre de 100 dollars. Le Nigeria, il a besoin de 120, l'Iran de plus de 120, l'Algérie aussi. Bon, alors l'Arabie Saoudite, c'est moins, le Venezuela, c'est 120, les Émirats, le Koweït, le Qatar, c'est plutôt 60. Donc, on peut dire, là aussi, les fondamentaux, l'industrie a besoin d'un prix élevé, les pays producteurs ont besoin d'un prix élevé, et pourtant, c'est tombé. Eh bien, je crois que l'explication, c'est tout simplement la viscosité du système. Vous avez une offre qui augmentait du côté américain d'à peu près 1 million de barils par jour, c'est-à-dire que 100% de l'augmentation de la demande mondiale était couverte par les États-Unis, et ce depuis 4 ans. Ils ont augmenté de 4 millions de barils jour en 4 ans, et le monde a consommé 4 millions de barils jour de plus en 4 ans. Donc 100% couvert par les US, ce qui laisse évidemment pas beaucoup de place pour les producteurs traditionnels. Et donc, les producteurs traditionnels se sont dit, est-ce que c'est à nous de jouer le rôle de régulateur, de réduire nos productions, comme on l'a fait dans le passé? Et ils sont arrivés à la conclusion parfaitement logique que ce n'était pas leur intérêt de long terme. D'où la décision, qui n'est pas du tout une agression politique, qui est purement du bon sens, de dire, non, on continue à produire normalement. Alors, ça, c'est la version officielle, d'où, en novembre, à la réunion de l'OPEC, on ne change pas les quotas, on garde 30 millions de barils jour de quotas. Alors, ce qui est amusant, c'est que non seulement ils n'ont pas baissé, mais certains, comme l'Arabie, ont un peu augmenté. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y a une petite dimension politique, s'il s'agissait d'un statu quo, et pas de raison d'augmenter. Mais je pense que pour l'Arabie, non seulement c'est son intérêt de long terme, mais il est évident que c'est son intérêt politique. Vis-à-vis de l'Iran, ça me paraît évident, et probablement vis-à-vis des États-Unis.
Donc il y a toujours des théories de la conspiration, des gens qui disent non, les États-Unis étaient d'accord pour ça. Je ne pense pas, je pense que ça crée plus de dégâts que d'avantages pour les États-Unis, et je pense qu'ils n'étaient pas favorables à cette affaire. Mais elle s'est produite, une offre qui continue à monter, et une demande qui a cru un peu moins que prévu. Et comme les projets pétroliers, sauf ces fameux nouveaux pétroles, ils sont prévus 4 ou 5 ans à l'avance, les nouveaux projets déboulaient au rythme prévu, et puis la place pour leur production n'était pas là, puisque les nouveaux pétroles prenaient la place des débouchés supplémentaires. Alors à partir de là, est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer cette année? Bon, ça c'est un petit exercice, je dirais, sur un coin de feuille de papier. On voit donc en bleu ces productions de nouveaux pétroles américains. On voit qu'en 2011, c'était 1 million de barils jour, en 2012, 2, en 2013, 3, c'est facile à remémoriser, en 2014, 4. 2015, maintenant, pour remonter à 1, il faudrait vraiment que cette semaine, il y ait une révolution en Arabie Saoudite ou qu'on bombarde l'Iran. En clair, pour remobiliser les rigs et remonter à $120 en moyenne jusqu'à la fin de l'année, il faudrait qu'on passe à $200. Donc ça, c'est le scénario catastrophe dont on ne voit pas pourquoi il arriverait. On ne peut jamais l'exclure. Et puis on voit d'autres hypothèses, et on voit que finalement, on va être probablement dans le cas vert. On va probablement avoir une moyenne sur l'année de l'ordre de $60, c'est pas certain. Et on perdra, on n'aura pas de gain de production. Puis si ça rechute, parce que ça a été à $40 le prix pour l'Amérique il n'y a pas si longtemps, si ça rechute à $40, en fin d'année, la production chutera suffisamment pour que la moyenne sur l'année soit une petite chute. N'oubliez pas qu'au premier trimestre, on a une hausse. Voilà un exercice. L'intérêt de l'exercice, c'est de se dire, on est dans un monde nouveau, où au lieu d'avoir une régulation politique des prix, comme on avait depuis 1928 et même avant, avant c'était une cartélisation officieuse par les 7 sœurs, c'est devenu une cartélisation officielle à partir de 1974 par l'OPEP, et on a un élément nouveau qui est la possibilité d'un régulateur économique qu'on n'avait jamais eu avant. C'est pour ça qu'il y avait des régulateurs politiques, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'un régulateur économique. Et là, on en a un qui semble avoir la souplesse nécessaire pour jouer le rôle d'amortisseur et de redémarrer rapidement. Je pense que les Américains doivent être capables de remobiliser, pas aussi vite qu'ils ont démobilisé, mais pas loin. Ils ont démobilisé en 3 mois, il leur faudrait 6 mois pour remobiliser. Voilà, donc la question, c'est la remontée des prix. À terme, elle est un peu inéluctable. Est-ce que c'est pour un prix d'équilibre de 100 ou de 80? Ça, on peut discuter. Les fondamentaux l'exigent pour qu'on n'ait pas une crise d'approvisionnement dans 3-4 ans. Mais on ne sait pas si ça va se passer en tectonique souple, c'est-à-dire progressivement, ou en tectonique cassante. C'est-à-dire qu'on va rester bas, et puis d'un seul coup, ça recassera, et là, ça montera brutalement. Ça, on ne le sait pas. Je vais passer la slide suivante pour finir sur les 2 dernières. Celle-là, elle est importante. C'est une courbe qui montre la production mondiale. Et on voit que la problématique du pic, c'est-à-dire d'un maximum de la production mondiale, n'est pas réellement modifiée par les non conventionnels. Alors là, on a mis les 2 familles de non conventionnels. Les ultra-lourds dont on n'a pas parlé, ceux du Canada et du Venezuela, et puis les light tight oil. On voit que malgré ces deux choses-là, on ne va pas dépasser les 100 millions de barils jour, où on va osciller entre 95 et peut-être 105 si les prix sont vraiment fermes. Et puis après, on va rester comme ça pendant une vingtaine d'années, et puis on déclinera doucement. Il ne semble pas possible que ça modifie le jeu, contrairement à ce qui est écrit dans beaucoup d'articles, et beaucoup de prévisionnistes, en particulier toute l'école du CERA, enfin, tous les gens qui ont été anti-peak oil depuis 20 ans disent « ça y est, maintenant, il n'y a plus de pic ». Je crois que ça, c'est une illusion. Dernière slide, si vous voulez un résumé de tout ce que je viens de dire. Alors, ça, c'est en vente, je ne peux pas les donner malheureusement. C'est 2 pour 10 €. 2 parce que 1, c'est pour donner à votre meilleur ami anti-schiste, et 1 pour vous. Voilà, j'ai fini. On peut passer aux questions aussi, parce que on a commencé plus tard que prévu.